pense une partie de la colère de Benjamin Netanyahou à l'endroit d'Emmanuel Macron est liée au fait que Emmanuel Macron, dans cette histoire, a quand même réussi quelque chose qui est cet effet boule de neige de reconnaissance. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, c'est officiel, la France reconnaît officiellement l'État de Palestine. Oui, c'est officiel, mais ce n'est pas une surprise, hein. Ça fait quand même à peu près un mois, je vais dire, qu'on attend qu'il y a déjà eu des échanges assez houleux entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron au sujet de cette décision. Il y a eu toute une mise en scène qui a préparé cet acte du président français, acte d'importance qu'il faut reconnaître, mais qui finalement on se perd dans les habituels simagrées macronesques, on va dire, avec le président qui est dans l'avion, qu'on voit sur son discours, qui enlève une virgule, discours qu'il a probablement participé à élaborer, mais qui n'a sans doute pas été écrit par lui. Et voilà, et tout ça me laisse penser qu'au-delà de la question palestinienne et de la question de peser véritablement sur un conflit atroce qui a lieu en ce moment sous nos yeux, Emmanuel Macron me semble plus intéressé par être au centre de la photo qu'autre chose que je pense que c'est un président qui n'a plus on va dire, d'attache avec son pays, dans le sens où même son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, l'encourage à partir, l'encourage à arrêter ce quinquennat. Sa popularité est tombée à 17%. Il ne lui reste plus que, comme le veut la Constitution de la Ve République, eh bien, que le domaine réservé, c'est-à-dire la défense et l'international. Et donc il pèse de tout son poids, il invente des coalitions de volontaires, des choses comme ça, en ayant des positions d'ailleurs assez paradoxales sur l'Ukraine et ce désir de paix. C'est-à-dire d'un côté, il est belliqueux quand il s'agit de la Russie, et il a un désir de paix quand il s'agit de la Palestine et d'Israël. Donc on a un peu de mal à le suivre, Emmanuel Macron, mais ce dont on est en train vraiment de se rendre compte, c'est qu'il y a lui au cœur de l'image. Et là, en ce sens, il suit un peu le modèle trumpien d'être omniprésent et de faire parler de soi. Et on se demande finalement si cette reconnaissance de la Palestine n'est pas une manière de faire parler de lui et une manière d'espérer peser sur un conflit, un déroulé de l'histoire sur lequel en fait il n'a en réalité aucune prise. Au-delà du personnage Emmanuel Macron, quelles pourraient être les conséquences directes de cette reconnaissance de la Palestine par la France, mais pas que la France? La Belgique l'a reconnue, le Portugal également. Oui, je pense qu'une partie de la colère de Benjamin Netanyahou à l'endroit d'Emmanuel Macron est liée au fait que Emmanuel Macron, dans cette histoire, a quand même réussi quelque chose qui est cet effet boule de neige de reconnaissance. Non pas qu'il n'est pas le premier pays à reconnaître la Palestine, hein, il y en a quand même un bon 2/3 à l'ONU qui l'ont fait, mais actuellement, on est quand même avec une cascade de reconnaissance dont certains sont éminemment importantes, plus importantes que d'autres, que le Portugal ou la Belgique reconnaissent l'État de Palestine. Soit ça fait plus de pays et ça donne une réalité aux Palestiniens, ou en tout cas un soutien aux Palestiniens. Mais par exemple, je noterai que la reconnaissance par la Grande-Bretagne de la Palestine, qui a eu lieu hier, est un élément extrêmement important qui fragilise, je pense, plus que finalement le ralliement de la France, mais qui lui est consécutif, la position israélienne et la position des États-Unis. Si on y réfléchit aujourd'hui, en termes de reconnaissance sur les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, vous n'en avez plus qu'un, les États-Unis, qui ne reconnaissent pas l'État de Palestine. Donc ça compte. Et cet effet boule de neige, c'est Emmanuel Macron qui l'a déclenché. Et donc clairement,
Benjamin Netanyahou accuse Emmanuel Macron. On ne sait pas quelles sanctions, est-ce qu'il va fermer le consulat, est-ce qu'il va le prendre possession des quelques propriétés de l'État français en Palestine qui remontent à l'Empire ottoman. Est-ce que les Israéliens vont finalement militairement occuper ces endroits-là? Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est sûr que les tirs ont été concentrés sur Emmanuel Macron à cause justement de cet effet boule de neige et de l'isolement plus grand dans lequel se trouve aujourd'hui Israël, notamment avec cette Assemblée générale de l'ONU, où c'est le thème principal. Et là, Emmanuel Macron a en effet réussi quelque chose qui va au-delà de sa petite personne. Régis, Donald Trump doit prendre la parole aujourd'hui au siège des Nations Unies. Que peut-on attendre de ces déclarations? Alors c'est très intéressant parce qu'on est dans une période de doute autour de Donald Trump sur sa capacité, pas sur sa volonté, mais sur sa capacité à accomplir son œuvre de paix. Faut rappeler qu'il y a quelque temps, bon, je crois que ça ne se fera pas cette année, Donald Trump espérait obtenir le prix Nobel, que lors de ses échanges avec Vladimir Poutine, notamment à Anchorage, on pouvait espérer, quand on a vu tout ça se mettre en place, que la guerre en Ukraine allait entrer dans une phase active de la négociation. Il n'en a rien été. On se rend compte qu'il a réussi quelques petits règlements provisoires de conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qu'il a fait une promesse de paix au Congo, que le Congo RDC et le Rwanda acceptent de signer la paix. Un des Pakistan aussi. Un des Pakistan. Pour le moment, on sait que c'est des paix armées et que pour ce qui est de la situation, et on le sait bien à Omerta, puisqu'on vient de sortir un documentaire sur le Congo RDC, nous sommes allés dans l'est du Congo et les massacres continuent, le M23 continue d'occuper le nord et le sud Kivu. Rien n'a changé depuis la signature de l'accord le 27 juin dernier. Donc finalement, Trump est un peu dans une posture où il a beau hurler, menacer, comme il le fait régulièrement, que ce soit Poutine ou d'autres, quand ceux-ci se dressent sur sa route de la paix, ça ne change rien en réalité. Il fait machine arrière. Sur la Chine, il est hésitant. Il taxe l'Inde, mais pas la Chine. Bref, il y a une sorte de limite, finalement, de l'effet Trump, qui a duré 6 mois. On a cru qu'il allait changer la politique mondiale. Finalement, il s'est heurté au réel. Qu'est-ce qu'il va annoncer aujourd'hui? Et en plus, on sort d'une période de confusion aussi, typiquement trumpienne, où hier ou avant-hier, il a dit que le Cambodge avait été attaqué par l'Arménie, et au milieu de cette guerre qu'il a arrêtée entre le Cambodge et l'Arménie, il s'est mis à parler du Kosovo. On s'est dit, oulala, pour les Américains, attention, c'est absolument pas grave de ne pas connaître sa géographie mondiale, hein. On est quand même dans un pays qui est très très centré sur lui-même, et pour qui finalement à l'époque Ben Laden, Saddam Hussein, c'était la même chose, et là aujourd'hui voilà, l'Arménie ou la Thaïlande ou le Cambodge ou le Cambodge, on ne sait pas trop. Pour Donald Trump, ça n'a pas grande importance. Bon, Donald Trump veut bien faire, c'est sûr, il veut arrêter les guerres. Je pense que l'intéressé est sincère. Maintenant, oui, il y a un petit cours de géographie à faire, à prendre à la Maison-Blanche avant. Petit cours d'histoire aussi, parce que quand il dit les Palestiniens pourraient arriver en Égypte ou en Jordanie, il occulte totalement la question des frères musulmans et le rapport historique entre l'Égypte et ce groupe qui a quand même tué un président égyptien. Il oublie l'affaire de Septembre Noir avec les Jordaniens. Voilà, donc les Jordaniens ne vont pas accueillir les Gazaouis, les Égyptiens ne vont pas accueillir les Gazaouis pour des raisons précises que Donald Trump semble totalement ignorer. C'est très, très intéressant parce que Steve Witkoff, son factotum, son émissaire préféré, avec qui il a fait du business dans l'immobilier dans les années 80, semble aussi pécher par cette même naïveté, peut-être un peu plus pragmatique, peut-être un peu plus désireux d'apprendre, mais on s'aperçoit que l'envoyé de Trump, à la fois sur le nucléaire iranien ou sur la guerre en Ukraine,
Par exemple, la première fois qu'il s'est exprimé, après avoir négocié de nombreuses fois avec Poutine, il était incapable de prononcer correctement le nom des 4 oblasts occupés par la Russie en Ukraine, Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk. Donc là, ça montre quand même qu'il n'y a pas une vraie maîtrise et qu'à la fois comme chez lui, comme chez Trump, il y a l'idée que la puissance américaine, une énorme conscience de cette puissance américaine et du fait qu'elle pourrait peser sur les événements, mais tout ça est rattrapé par une sorte de confusion générale, d'où, pour répondre à votre question, ça va être intéressant de voir ce que Trump va nous dire, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous sortir aujourd'hui pendant son discours à l'ONU. Tout le monde attend. Voilà. Régis, cette position isolée des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU, vous l'avez très justement dit, c'est le seul pays aujourd'hui à ne pas reconnaître l'État palestinien. Quelles conséquences ça pourrait avoir au Moyen-Orient? J'entends par là cette annonce faite ce week-end par l'Arabie saoudite qui passe officiellement sous la protection du parapluie nucléaire du Pakistan. Est-ce que ces pays du Golfe pourraient se détourner d'une protection militaire, d'une coopération militaire amoindrie vis-à-vis des États-Unis? Alors je pense que pour ces pays du Golfe, effectivement, le fait que les États-Unis ne reconnaissent pas la Palestine, oui, est une circonstance qui peut en effet aggraver la méfiance. Mais je pense envers Washington, ces pays du Golfe, et comme beaucoup de pays du monde, savent que les États-Unis ne tiennent jamais leurs promesses. Quand ils disent une chose, ils promettent la démocratie, et ils redonnent les clés aux talibans en Afghanistan. Ils promettaient exactement, il y avait aussi exactement de la même manière, 30 ans auparavant au Vietnam, un gouvernement du Sud-Vietnam sur lequel ils se sont appuyés et qu'ils ont abandonné, mais littéralement abandonné. La photo de l'ambassade des États-Unis à Saigon avec ses grappes humaines accrochées au dernier hélicoptère qui s'envole est un symbole de cet abandon en fait et du fait d'avoir livré le pays aux Nord-Vietnamiens et aux communistes. Quand le jouet est cassé, les Américains s'en vont, ce que ne font pas les Russes ou ce que ne font pas d'autres non plus. Ce qui est très intéressant dans votre question, c'est que je crois plutôt, moi personnellement, que ce sont ces frappes sur l'état-major du Hamas au centre-ville de Doha qui ont changé beaucoup de choses. Parce que là, tout à coup, les intérêts américains, les intérêts israéliens, on va dire, c'était peut-être pas les intérêts américains de laisser Israël taper l'Iran. Mais quelque part, ça dérangeait pas trop les Américains de voir ce pays se prendre des bombes quand on connaît l'antériorité, l'affaire des otages, le grand Satan, l'ayatollah Khomeini, etc. Donc les Américains n'ont pas beaucoup pleuré. Trump a arrêté la guerre au bout de 12 jours, principalement parce qu'il y avait des problèmes dans le dôme de protection d'Israël et que les missiles balistiques iraniens étaient redoutablement efficaces. Donc on s'est dit, on va peut-être arrêter les frais. Et je ne dis pas que ça a été 50-50, mais les Israéliens ont connu des destructions et les Iraniens en ont peut-être connu plus. Mais en tout cas, l'Iran a résisté. Mais peu importe. Là, ça coïncidait avec les intérêts américains. Quand le Hezbollah est décapité et que Hassan Nasrallah est tué dans une frappe, quelque part, oui, c'est un ennemi de l'Amérique. C'est le proxy de Khamenei et des Iraniens. Donc, de voir le croissant chiite affaibli par Israël va dans les intérêts américains. L'occupation de la Syrie, le renversement de Bachar el-Assad aussi. Même si on met un djihadiste à la place, mais visiblement, ça n'a pas l'air de les gêner beaucoup. Vous l'avez vu hier. Ils l'accueillent, voilà, que David Petraeus, allez, t'es mon pote maintenant, ancien commandant en chef des forces américaines. Moi, tout de suite, ça m'a fait un choc parce que j'ai pensé à tous ces soldats. Moi, j'ai beaucoup passé de temps en Irak et j'ai rencontré Petraeus là-bas, d'ailleurs. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu des grandes conversations. De voir quand même cette chose-là, enfin ce fait d'accueillir, même sur des questions de réel politique, même si c'est ça qui domine aujourd'hui. J'ai pensé à tous ces gamins amputés par des IED, brûlés dans des explosions que j'avais rencontrées aux États-Unis, qui ont fait partie de l'armée américaine, et je trouve que c'était un peu vite passer l'éponge. Bon. Voilà,
ça fait partie mais ce qui me prouve une chose, en tout cas, c'est que quand les Américains disaient il faut renverser Bachar el-Assad, et quand la communauté internationale aussi, y compris la France, disait virons Bachar, le tyran, pour mettre la démocratie à la place, en fait non. C'était pas la démocratie à la place, c'était que Bachar n'était pas dans leur camp. Il leur fallait récupérer la Syrie. Ils ont mis un djihadiste docile qui va leur obéir, qui a des relations avec Israël, qui promet de bien faire, qui continue au passage à massacrer les chrétiens, les alaouites et les druzes. Mais ça, c'est pas très très grave à partir du moment où il est docile et qui fait pas trop de vagues. Avec Bachar, ils avaient un gars qui était inféodé à l'Iran, allié de la Russie, et qui, quand les Américains essayaient de lui proposer des choses, disait non à chaque fois. Bon, voilà, donc là, ils ont réglé le problème. Il a aussi massacré des centaines de milliers de sunnites, Régis. Bachar el-Assad, oui. Bien sûr, mais attendez, on est dans un univers où là, on a remplacé Bachar par un mec d'Al-Qaïda et de Daesh. Je ne sais pas moralement, ni au niveau de la question du nombre de morts, si on est vraiment dans la... mais je crois qu'on est quand même dans des proportions... voilà, Bachar est resté plus longtemps au pouvoir. Ça fait partie des réalités de la région et des réalités malheureusement des soubresauts du monde arabe. Donc on est face à des gens qui, voilà, des Américains et des Israéliens qui, jusqu'à Doha, coïncidaient en termes de leurs objectifs. Et puis là, arrive cette frappe. Donald Trump prétend ne pas avoir été mis au courant. Bon, ça veut dire que des F-35 israéliens ont pu accomplir 1800 km de distance, survoler 4 pays sans que les Américains découvrent que ces avions approchaient de leur plus grosse base, la base d'Al-Udaï, au Qatar. Ça me paraît assez difficile à admettre. En tout cas, Donald Trump a annoncé que c'était le Pentagone qui l'avait prévenu, pas Israël. Et là, il l'a reproché à Netanyahou. Il y a eu une discussion houleuse au téléphone. Mais en fait, ça ne fait pas du tout les affaires des États-Unis. C'est-à-dire que pour la première fois, les accords d'Abraham, qui contiennent un volet sécuritaire dont on parle assez peu. Souvent on dit oui, les accords d'Abraham entament des coopérations économiques, ce que Trump adore faire, ce qu'il sait très bien faire, développer le business entre ces pays, les États-Unis, Israël, offre une reconnaissance diplomatique de l'État hébreu, mais le volet sécuritaire, ça s'accompagne en fait. C'est-à-dire que le volet sécuritaire, c'est on a la protection des États-Unis. Et là, tout à coup, on se rend compte qu'il n'y a pas la protection des États-Unis ou que le pays dans lequel ils ont leur plus grande base est attaqué par Israël. D'un point de vue de ce que Trump essaye d'accomplir, là, on n'est plus du tout en phase. Netanyahou et Trump ne sont plus du tout en phase, d'où cette cascade, on va dire, de ralliement, de discussion. Le président des Émirats qui se rend immédiatement à Doha, alors que les Qataris, les Émiratistes et les ennemis, c'est quand même le pays qui a permis, avec l'Arabie Saoudite, un blocus total du Qatar qui a duré au moins 5 ans. Là, ils se réconcilient sur le dos des Américains, sur le dos des Israéliens. Ce que vous évoquez sur la question pakistanaise, c'est que maintenant, voilà, il y a une puissance nucléaire dans l'équation. Donc là, ça fait réfléchir, ça consacre encore davantage l'isolement, et surtout, au portillon, il y en a d'autres qui piaffent. Il y a les Russes, il y a les Chinois qui disent « Nous, on est prêts, les Turcs aussi, nous, on est prêts à assurer votre sécurité. Vous avez vu, vous ne pouvez pas leur faire confiance. » Là, on est dans une séquence extrêmement, extrêmement compliquée. Et je pense que même au-delà de la question de la reconnaissance de la Palestine, c'est ça, aujourd'hui, qui détermine les rapports entre les pays du Golfe et, en fait, entre tout le monde arabe et les États-Unis. C'est la question que Netanyahou devient de plus en plus un boulet pour Trump. Est-ce qu'il va continuer ? Parce que là, on est dans une période où l'Arabie Saoudite, voir l'Iran se faire bombarder, ça allait aussi. S'il recommence, si Netanyahou recommence, je sens bien que c'est quand même
dans les tuyaux, hein. On sent que Khamenei, par exemple, on pourrait se réveiller un matin, Khamenei, le guide suprême, a été éliminé par une frappe de drone. C'est tout à fait possible. Mais ça, je pense que aujourd'hui, ça, si un tel événement se produit, ou si Israël commence à entrer en confrontation avec la Turquie, on en a déjà parlé, il y a des signes aussi d'hostilité grandissante entre les deux puissances, bah là, ça sera plus possible de soutenir l'action israélienne, de la part des États-Unis en tout cas, et il va falloir faire des choix. Et là, Donald Trump, je pense, est très embêté, plus à cause de ça qu'à cause de l'État palestinien, en fait. Merci Régis. Merci.